The mamas, bonus moms, office moms, moms of moms. This Mother's Day, give back to the ones that have given us so much. 1-800-Flowers helps you celebrate all your amazing moms with handmade bouquets, sweet treats, gourmet food, and one-of-a-kind gifts. Ordered easily and delivered fresh. For a limited time, you can save up to 40% off Mother's Day bestsellers at 1-800-Flowers.com/ACAST. Don't wait. Order today and save up to 40% at 1-800-Flowers.com/ACAST. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un livre avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Cette semaine, je suis très contente de recevoir Charlotte Pudlowski. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, tu es journaliste, autrice, cofondatrice du studio de podcast Louis Média et créatrice du podcast documentaire Ou peut-être une nuit. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour un recueil de nouvelles dont tu as dirigé l'écriture. Ça s'appelle Désirée et c'est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Les nouvelles sont écrites par Emma Becker, Wendy Delorme, Joy Majdalani, Emmanuel Richard, Marina Rollman et Laurine Tizy. Charlotte, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, Désirée, c'est un recueil de nouvelles érotiques qui a la singularité de traiter du désir féminin par la voix et par le prisme des femmes. Chaque nouvelle met en scène une histoire de rencontre, de désir et de plaisir. 6 points de vue, 6 récits. Le lecteur assistera entre autres à une soirée foot qui va se dérouler de manière inattendue, aux retrouvailles d'une jeune femme avec son ancien amant lors d'un trio sur Tinder, ou encore à la naissance d'une relation particulière d'une femme avec une autre femme. Désirée, c'est un ouvrage qui décadenasse, qui déploie avec fougue et allégresse un regard et une parole féminine sur l'érotisme, sujet trop longtemps imprégné du regard masculin et monopolisé par ses codes. Les femmes de Désirée maîtrisent, fantasment, suivent leurs envies et deviennent enfin sujets plutôt qu'objets du désir. Alors Charlotte, qu'est-ce qui t'a donné envie d'initier ce projet autour du désir féminin ? Je pense qu'il y a plein de manières de le raconter parce qu'une idée, c'est rarement un matin, on se réveille, on dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais comme tu l'as dit, moi j'avais travaillé sur un documentaire sur l'inceste ou peut-être une nuit. Et donc pendant 2 ans, j'avais entendu des récits de violences, de violences sexuelles, etc. en faisant mes recherches. Et puis globalement, chez Louis Média, on a beaucoup travaillé sur les violences faites aux femmes. Après avoir fini, moi, mon travail de documentaire sur Ou peut-être une nuit, j'ai eu envie de légèreté et j'ai eu envie d'aller vers la littérature érotique en tant que lectrice. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas de choses pour moi. Il y a évidemment des choses, il y a des textes canoniques type Pauline Réage, etc., qui peuvent être sublimissimes, mais qui ne sont pas forcément suffisants déjà en quantité et puis ancrés dans l'époque. Il y a beaucoup de littérature type dark romance ou de choses pour les ados ou de choses pas très littéraires type 50 Shades of Grey. Et du coup, en cherchant en tant que lectrice, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'œuvres comme ça. Et justement, qu'est-ce que tu voulais raconter à travers Désirée, plus dans le détail ? Je n'avais pas d'enjeu particulier, je voulais que ce soit joyeux. Et je voulais que ça puisse dessiner des chorégraphies nouvelles, de se dire c'est quoi les mots pour dire le désir quand c'est pas des mots de violence et quand c'est un paysage érotique plus joyeux et plus libre. Et donc je voulais aller vers des femmes dont j'aimais la langue, dont j'aimais le regard, et je leur ai pas dit alors je voudrais un scénario comme ci, un scénario comme ça, des personnages de tel âge, etc. Je leur ai dit, moi je veux que ce soit féministe, et ça peut vouloir dire ce que vous voulez. Donc globalement que ça implique une certaine liberté, et je veux que ce soit romanesque, parce que je voulais que ce soit accessible, joyeux, qu'il y ait des rebondissements, etc. Donc je voulais pas que ce soit trop éthéré ou trop abstrait ou conceptuel. Il y a beaucoup de littérature intellectuelle dans le féminisme. Je voulais que ce soit vraiment que ça parte du corps. Et ensuite, elles ont fait des propositions très différentes les unes des autres. Alors l'ouvrage s'adresse à qui ? Moi, j'espère que l'ouvrage s'adresse à tout le monde. Il est d'abord, je pense, pour les femmes qui aiment la littérature, au sens où je pense que c'est un manque qu'elles éprouvent davantage.
et qu'elles peuvent, en se retrouvant avec ce livre entre les mains, se dire « Ah, c'est ça !» Et il y a beaucoup de femmes, de lectrices qui nous ont dit ça. « Ah, mais c'est le truc que j'attendais », qui était mon sentiment à moi de lectrice. Mais ça s'adresse aussi évidemment aux hommes. Et moi, je connais plein d'hommes qui l'ont lu ou parce qu'on leur a offert ou parce que ça les a intrigués et qui ont adoré parce que les scripts sont différents, parce que c'est de la littérature, c'est une langue qui est hyper belle ou hyper drôle, ou les deux. Enfin, il y a vraiment des autrices très, très différentes. Tu as cité différents noms, mais ça va de Marina Rollman, qui est humoriste, qui avait jamais écrit... elle a écrit des scénarios, etc., mais elle n'avait jamais écrit de nouvelles, donc il y a tout son humour et son intelligence dedans, à des autrices comme Emma Becker, qui avaient déjà investi le genre de l'érotisme. Donc c'est des choses très, très différentes. Ce recueil, donc, c'est un ouvrage qui autorise le désir, qui incite à assumer les pensées autour de celui-ci, aussi bien pour les autrices que pour les lectrices et les lecteurs. Oui, complètement. Et plusieurs des autrices m'ont dit c'est quoi le niveau d'érotisme qui est attendu. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a une fonction masturbatoire du livre, ou est-ce que j'ai le droit d'y aller plus soft. Il y a des autrices à qui ça faisait peur. Est-ce que le but de ce recueil, c'était aussi qu'il y ait moins de retenue, de manière générale, autour de l'évocation du désir? Je ne sais pas si c'était qu'il y ait moins de retenue sur le désir en général. Moi, je pense que le désir n'est pas un sujet comme un autre. Il ne s'agit pas de le banaliser. Le corps, c'est l'intime. Et je pense que c'est quelque chose à considérer comme tel. Il ne s'agit pas forcément de banaliser le sexe. Moi, je pense que coucher avec quelqu'un, c'est toujours déjà quelque chose, même quand c'est juste une nuit, ou même quand il n'y a pas de sentiments, ou quand... mais donc, je ne sais pas si la question, c'est la retenue, parce que je pense, et je dis ça évidemment en ayant en tête toutes les réflexions sur le consentement, etc., qu'il faut une forme de retenue quand on envisage la question du désir, de l'érotisme, parce que tout le monde n'est pas prêt à entendre, parce qu'on arrive tous avec nos histoires, nos pudeurs, etc. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui me semble réac ou problématique en soi. En revanche, c'était plus vraiment de dire, quand on a envie d'entrer dans cette sphère-là du désir, d'élargir la grammaire possible. Je pense qu'il y a beaucoup de scénarios qui existent, et on sait pourquoi. Beaucoup de gens érotisent ça. C'est la société dans laquelle on vit. Il y a beaucoup de scénarios érotiques autour de la violence, de la domination d'une femme par un homme, voire de kidnapping ou de séquestration. Enfin, voilà, ça fait plaisir à plein de gens et il n'y a aucun mal à ça. Mais c'est un cercle vicieux ou vertueux, c'est-à-dire que plus on érotise ces choses-là, plus on est conditionné pour les érotiser. Et donc, d'une part, il y avait la possibilité d'écrire des chorégraphies nouvelles, et d'autre part, il y avait la possibilité de dire, mais il y a déjà des chorégraphies qu'on a en tête que vous ne connaissez pas ou qu'on ne se partage pas collectivement, parce que c'est l'écriture de ces scénarios, au sens générique de scénarios, scénarios de série, mais ou scénarios de littérature, etc., de pop culture, sont quand même préemptés par des hommes. Et donc, ça va être leurs fantasmes qui vont être mis sur le devant de la scène. Il ne s'agit pas de dire que ces fantasmes-là doivent disparaître. Ils sont légitimes, ils existent. Ce qui est de l'ordre du fantasme n'est pas de l'ordre du réel. Il faut pas tout mélanger. Mais je voulais qu'il y ait d'autres scénarios possibles qui soient mis en avant. Et de fait, moi, il y a des choses auxquelles j'avais jamais pensé, qui existent dans ces nouvelles. Et qui sont hyper belles. Et il y a aussi des choses que j'ai trouvées très drôles, de l'ordre de l'érotisation de la fragilité masculine, par exemple, qui est un truc qu'on lit pas souvent, que moi j'ai trouvé dans assez peu de fiction ou de création littéraire, et que plusieurs des autrices que j'ai sollicitées ont spontanément mis en avant. C'est le cas du texte de Joy Majdalani, c'est le cas du texte de Marina Rollman. Et je trouvais ça hyper intéressant aussi de se dire, quand on donne de l'espace, de l'espace de création, de l'espace de pensée à des femmes, il y a d'autres choses qui émergent. Et moi, c'est ce que je trouve très joyeux aussi
avec tout ce qu'on se raconte autour du female gaze, du regard féminin, etc. C'est un enjeu politique, mais c'est pas seulement un enjeu politique, c'est aussi un enjeu de fiction, un enjeu romanesque, un enjeu créatif. Dire, ça va déployer de nouveaux regards, ça va déployer de nouvelles œuvres, et ça, c'est hyper joyeux parce que c'est des potentiels de langage, des potentiels poétiques nouveaux. C'est exactement ce que tu dis dans la préface. Tu écris « Une femme écrivant ses désirs, c'est l'antidote et la preuve des possibles ». Est-ce qu'écrire, c'est assumer? Est-ce que assumer, c'est faire exister? Je ne sais pas si écrire, c'est assumer, mais en tout cas, écrire, je pense que c'est... Il faudrait le demander aux autrices, mais je pense que c'est rendre quelque chose réel. Et puis, c'est faire advenir quelque chose, en fait. Et donc, c'est déjà une possibilité. Si ça existe en littérature, s'il y a des mots pour le dire, alors ça devient un peu plus possible de le faire. Ça fait advenir d'autres réalités, ouais. Les 6 nouvelles racontent bien sûr des histoires différentes et abordent aussi des thèmes différents. En revanche, il y a un point commun à toutes ces histoires, c'est que leurs héroïnes sont maîtresses de leurs désirs. Est-ce que c'était important de mettre en scène des femmes qui assument et des femmes qui initient? Ce qui était important, c'était de donner la plume à des femmes qui avaient vraiment quelque chose à dire et à écrire. C'est-à-dire qui habitaient la langue, quoi. Il ne s'agit pas juste de faire, pour le coup, un scénario au sens purement scénaristique. Et à partir de là, forcément, ces choses-là allaient se déployer. Moi, mon choix, il a été de ce qui allait se passer dans ce recueil. Il était plus dans le choix des autrices et de se dire, c'est sûr que si je prends des femmes comme Emmanuelle Richard, par exemple, qui est une autrice qui a écrit un roman que moi, je trouve extrêmement beau et poétique, qui s'appelle « Homme », qui est paru aux éditions de l'Olivier, que j'avais lu, que j'avais adoré, que je trouvais extrêmement singulier dans la langue, dans la narration, dans le point de vue, etc. Je ne savais pas du tout ce qu'elle allait écrire, mais je sais qu'il allait y avoir un vrai parti pris d'écrivaine, quoi. Mais c'est ça, est-ce que s'emparer du genre érotique, ça constitue un progrès? Sur tu parles d'époque. Sur le plan politique, moi, je pense que c'est un progrès. Sur le plan littéraire, je pense que c'est un élargissement, quoi. Je ne sais pas s'il y a des progrès en littérature. Il y a des inventions et de la créativité, et je pense que ça en est un. Et en plus, moi, à titre personnel, je pense que la littérature, elle est presque, par essence, toujours un peu érotique, puisque je ne sais pas si tu as ça, toi, mais quand tu lis un texte qui est très, très beau, il y a parfois cette espèce d'essoufflement où il faut que tu la notes, il faut que tu le cordes, tu le sens dans ton corps, dans ton ventre. Il y a quelque chose de profondément charnel dans le rapport aux mots et dans le rapport au texte. Et du coup, c'est presque une évidence que la forme rejoigne le fond et qu'il y ait du charnel dans les scripts racontés. Je pense qu'il y a quelque chose de profondément érotique dans la langue intrinsèquement. Chaque récit raconte la naissance et le déploiement du désir, mais à chaque fois à travers des thématiques différentes. Dans la nouvelle écrite par Emma Baker, il y a notamment la question de l'adultère et du besoin de certains couples d'ajouter d'autres partenaires. Qu'est-ce que l'autrice a voulu raconter de l'importance de l'entretien du désir? Alors, je ne peux pas parler à sa place, donc je ne peux pas dire ce qu'elle a voulu raconter Mais ton regard à toi. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le désir existe à tous les endroits et dans toutes les dynamiques. Moi, ce que j'adore dans le texte d'Emma Baker, c'est qu'elle s'amuse, pour le coup, de codes existants, du trio amoureux, de la question de l'adultère, qui sont... l'adultère, c'est un topos du genre érotique, et qu'elle l'investit et qu'elle y rajoute de l'humour, et qu'elle renverse un peu les dynamiques. Mais Désiré, en fait, avant d'être un recueil, c'était un podcast qui s'appelle Steamy.
Et dans une des nouvelles audio de Stimy, il y a un texte d'Anne-Fleur Multon que je trouve très beau, qui raconte à l'inverse l'entretien du désir dans un couple. En l'occurrence, c'est un couple qui est ensemble depuis 10 ou 15 ans. C'est deux femmes. Et elle raconte, Anne-Fleur Multon, comment le désir ressurgit différemment, forcément, mais au sein de couples qui existent depuis, j'allais dire depuis toujours, pas depuis toujours, mais... Et ce que je trouve beau aussi dans ce recueil, c'est qu'il y a des endroits de désir sur des rencontres, qui est voilà, peut-être l'image première du désir. Qu'est-ce qui se passe quand tout à coup on rencontre quelqu'un lors d'une soirée, qui est le texte de Marina Rollman. Une soirée, il y a eu du foot, le mec est dévasté parce que son équipe a perdu, elle va le consoler. Et on retombe là sur cette fragilité dont on parlait tout à l'heure. Mais ça peut être le désir presque un peu vengeur aussi, puisque dans cette histoire d'Emma Becker, il y a l'idée de jalousie. Elle se retrouve face à un ancien amant et sa femme, dont elle imaginait dont lui disait que jamais elle pourrait plaire à sa femme, enfin que jamais sa maîtresse ne plairait à sa femme, et donc elle s'efforce de lui montrer que vraiment si, elle peut tout à fait lui plaire. Et c'est ça que je trouve très très beau, c'est que elles font, ces autrices, surgir le désir à n'importe quel moment de son identité et de sa relation à l'autre. C'est-à-dire, le désir, il peut être dans le premier jour avec l'autre, dans le 100e jour, dans la reconstruction après des déboires. Le désir est toujours à nouveau possible, en fait. Tu parlais de la nouvelle de Marina Rollman, et donc justement, dans cette nouvelle, l'héroïne prend les choses en main. Elle a une forme de pouvoir, tu l'as dit, elle va réconforter cet homme qui est dévasté parce que son équipe a perdu un match de foot. Et donc, elle a une forme de pouvoir sur cet homme qu'elle a en face d'elle, grâce au désir qu'elle va susciter chez lui. Est-ce que susciter le désir, c'est avoir le pouvoir? C'est une très bonne question. Cette expression est... Non, mais c'est une vraie question, parce que c'est un truc qu'on entend souvent sur... cette idée qu'en vrai, c'est les femmes qui auraient le pouvoir quand elles font bander les hommes. Mais de manière inverse aussi, un homme peut avoir le pouvoir sur une femme quand il suscite un désir fort chez elle aussi. En fait, pour être honnête, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir le pouvoir, et que c'est une vraie question de est-ce qu'il y a forcément du pouvoir dans l'intime et dans ces moments-là. Il y a, j'imagine, une circulation du pouvoir, mais je pense que le pouvoir, littéralement, c'est pouvoir faire, pouvoir dire, pouvoir... et donc se sentir en capacité de. Et donc, on peut très bien susciter le désir chez quelqu'un et ne pas se sentir autorisé à s'en saisir, ne pas se sentir autorisé à agir. On peut très bien voir le désir chez quelqu'un et être tétanisé par ça. Et puis, on peut susciter le désir chez quelqu'un et sentir que cette personne va agir sur son désir sans se préoccuper de savoir si on éprouve du désir aussi. Donc, moi, je trouve que le pouvoir, il est dans le fait d'être entière, et donc, ou entier, et donc d'être et corps et esprit. Et je pense que la condition féminine, c'est d'être coupée en deux. C'est ce que j'essaye de raconter dans la préface de Désirée, c'est d'être la maman ou la putain, et d'être ou une salope ou une femme d'affaires, ou on est en permanence coupé en deux. Être coupé en deux, comment on avance dans le monde quand il y a des petits morceaux de soi éparpillés, comment on peut se sentir forte et comment on peut pouvoir si on est coupé en deux. Et moi, je pense que la littérature érotique, elle incarne cette réunification du moi, où tout à coup, on peut être et dans son corps et dans sa tête. Et le pouvoir, il est là pour moi, dans la possibilité de dire, d'utiliser donc le langage, et de l'utiliser aussi pour dire le corps et pour exprimer le corps. Et cette unicité-là, qui est bouleversante quand on la vit, elle est aussi bouleversante quand on la lit, quand on l'écrit, je pense. Et le pouvoir, ouais, pour moi, il est
il est là-dedans. Mais d'ailleurs, dans ta préface, tu dis « Il faut bizarrement des mots pour avoir un corps ». Qu'est-ce que tu entends par ça? Je pense que il faut pouvoir dire ses désirs. Ils peuvent pas advenir complètement. Ça veut pas dire les chanter à tue-tête tous les jours à tout le monde. Mais si il y a une maïeutique de la pensée, des pensées qui ne sont jamais formulées, Mhm, elles sont pas tout à fait pensées. Elles deviennent pensées quand mhm, elles sont dites. mhm. Euh, et c'est pareil pour les désirs. Si on passe une vie entière sans pouvoir dire je veux, je désire, je ressens. De manière générale, d'ailleurs, pas que dans l'érotisme. Exactement, exactement. Mm. Euh, du coup, ça n'existe pas complètement. Dans la nouvelle de Joy Majdalani est évoqué le sentiment de honte qui suit le plaisir et la jouissance. Pourquoi le désir et le plaisir peuvent-ils être honteux? Je pense je pense qu'il y a une partie qui est la condition humaine et voilà, et il y a une partie qui est encore une fois, je pense très très liée au genre aussi. On ne cesse dès l'enfance de nous expliquer que notre désir est sale, qu'il ne faut pas l'exprimer, Mhm. etc., pour pouvoir laisser toute sa place au désir masculin. Et on ne cesse de nous l'expliquer depuis la création du monde. Enfin, je veux dire, c'est le mythe d'Adam et Ève. C'est l'histoire de toutes les religions. La femme est toujours potentiellement sale. Elle est toujours potentiellement dangereuse. Et c'est tout ce qu'on voit dans les violences sexuelles, si elle se fait violer, c'est que quand même elle portait une jupe, si voilà, elle était dans la provocation, c'est ce qu'on a fait collectivement de Lolita, qui n'était pas exactement ça qui n'était pas ça dans le roman, mais voilà, donc en fait, accéder à son désir, on nous a expliqué que c'était associé à un danger et une souillure. Je Euh, pense que les hommes, ils ressentent pas de honte parfois après. Si, c'est pour ça que complètement. C'est pour ça que je dis que c'est aussi en partie la condition, la condition. D'éducation sociétale, de Oui, la condition bienséance. humaine. Et c'est ce que je voulais dire aussi sur le fait de pas banaliser ce que c'est le sexe, l'érotisme et le corps. Et que je disais que pour moi, il y a toujours déjà quelque chose d'extraordinaire au sens non ordinaire Mm. dans la sexualité. C'est pas quelque chose Anodin. d'anodin, c'est intime et donc c'est des morceaux de nous. Et de la même manière que, je sais pas, dire un secret qui compte pour nous Mm. ou avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, c'est donner quelque chose de soi et c'est pas anodin. Mm. Et c'est la question de la pudeur quand on donne quelque chose de soi, métaphoriquement ou concrètement, ça peut être associé à la honte parce qu'on ne sait pas ce que l'autre va Mm. en faire et parce que l'autre, homme comme femme, n'est pas toujours respectueux de ce qu'on a donné, n'a pas toujours compris l'enjeu pour nous. Et ça, je trouve que c'est une conversation collective qu'on a depuis quelques années et qui est passionnante. Mais il y a une spécificité du genre aussi là-dedans qui rajoute une couche. Wendy Delorme, dans sa nouvelle, évoque le moment où le désir habite chaque geste, chaque regard, chaque intonation de voix, où il devient de plus en plus difficile de garder un ton badin. Le désir, c'est aussi une temporalité, une instantanéité. Qu'est-ce qui se joue avant et pendant le désir? C'est pour ça que c'est tellement important et c'est pour ça que c'est aussi un tel enjeu politique d'y avoir accès. C'est une des plus belles choses au monde Mm. d'éprouver du désir et ce moment où on ne sait pas s'il va être assouvi Mm. ou pas. Et c'est peut-être une des choses les plus fondamentales de la condition humaine. C'est à la fois un rapport au temps, à l'espoir, à l'altérité, Mm. à ce qu'on espère obtenir ou devenir dans l'assouvissement du désir. Et c'est des moments d'une intensité folle qu'on a tous éprouvés depuis presque l'enfance ou la préadolescence, Mm. quand on tombe amoureux pour la première fois et qu'on ne sait pas si le garçon ou la fille en face va être amoureux aussi et s'il va se passer quelque chose. Et ce désir-là, il peut se jouer sur une bise qu'on va se faire dans la cour du collège. Et
c'est des moments extraordinaires. Et c'est pour ça aussi qu'y avoir accès, pouvoir jouer, pouvoir danser cette danse-là, c'est beaucoup trop important et beaucoup trop joyeux pour que tout le monde ne puisse pas y participer, quoi. Dans sa nouvelle, le personnage créé par Laurine Tizy, justement, désire très fort un maître de ski. Elle va se retrouver dans une situation qui va la faire douter de son désir à lui, ce que tu évoquais à l'instant. Est-ce que désirer, c'est prendre un risque? Est-ce que c'est se mettre dans une situation de vulnérabilité? Désirer, je ne sais pas, mais vouloir assouvir son désir, Mm. je crois que oui, puisque je suis presque certaine qu'on ne choisit pas de désirer. On peut faire une psychanalyse qui va aider à débloquer ou pas certaines choses, euh, mais je crois que le désir, c'est très en lien avec notre inconscient, ce qui s'est joué dans notre enfance, les représentations culturelles qui nous entourent, tout ce qui a fondé notre imaginaire, tout ce qui l'a forgé. Donc désirer, que ce soit un pain au chocolat dans une vitrine, ou que ce soit un homme qui passe, ou que ce soit quelqu'un que surtout il ne faudrait pas désirer parce qu'il est lié à d'autres personnes, voilà. Je suis pas sûre que ce soit des choses qu'on maîtrise, ni forcément des choses qui nous mettent en danger. Alors ça peut nous mettre dans des situations de peur, de honte, etc., ce qu'on disait précédemment, parce que ça va rencontrer notre système éthique, s'il y a par exemple un enjeu d'adultère, comme on en parlait pour Emma Becker, ou voilà. En revanche, je pense que la mise en danger, elle est dans le choix d'assouvir ou non Mm. son désir. Et là, évidemment, on s'expose au refus, au regard de l'autre, et à notre estime de nous aussi, donc à notre propre regard dans cette question du refus. Et c'est pour ça aussi que cette question de pouvoir dire, de se sentir autorisé à exprimer, elle est fondamentale, parce que si on est trop fragile pour s'exposer au refus, on ne tente rien, Mm. et donc on reste dans une espèce de sobriété Mm. triste, je crois. La nouvelle d'Emmanuel Richard raconte un désir qui ne sera finalement jamais assouvi. Est-ce qu'il y a du désir sans imagination? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a du désir sans imagination? Non, je crois pas. Après, tout dépend ce qu'on met dans imagination. Je pense qu'il y a beaucoup de désir dans beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que plus il y a d'imaginaire, plus il y a du désir. Et ça revient à ce qu'on disait au tout début. Moi, mon désir pour ce livre, c'était de déployer tous les imaginaires possibles, parce que ça déploie aussi les désirs. Après, je pense que quand on désire, y compris le pain au chocolat dans la vitrine, je dévoie un peu le mot désir, enfin, il y a ce qu'on se projette de soi en train de manger le pain au chocolat dans 5 minutes, de ce que ça va faire sur nos papilles. Donc, il y a toujours une projection dans le désir. C'est un élan, c'est un aiguillon, le désir. Donc on l'a dit, chaque nouvelle soulève un ou des thèmes précis. Je pense notamment au pouvoir, à la honte, à la frustration, à l'amour, à l'attente. Est-ce qu'il y a des thématiques qui n'ont pas été abordées dans l'ouvrage, mais que quelque part, toi, tu aurais aimé explorer? Oui, il y a plein de thématiques qui n'ont pas été explorées. Il y en a certaines qui existent dans les nouvelles audio et Mm. qui ne sont pas dans ce recueil-là. Je parlais du texte d'Anne-Fleur Multon, la question de la permanence du désir dans le temps. Euh, mais je pense qu'il y a des siècles de Mm. littérature érotique à rattraper. Et encore une fois, je ne veux pas du tout nier l'existence. D'ailleurs, il y a une anthologie qui vient de sortir de textes érotiques au féminin. Donc, enfin, évidemment que cette littérature, elle existe déjà en partie, mais parce qu'elle n'a pas été assez reconnue, mise en avant, etc. On a, je pense, des lacunes de lecteurs et de lectrices pour beaucoup d'entre nous, en tout cas. Donc, il y a plein de nouvelles choses à raconter. Et puis, il y a quelque chose et dans le désir et dans la littérature, de l'ordre de la singularité absolue, et que n'importe quel auteur ou autrice racontera un pan de désir différent. Et toi, si tu avais dû écrire une de ces nouvelles, quel aurait été le contexte, l'arène, le décor, peut-être le Euh, thème?
C'est trop difficile comme question parce que... Tu n'y as jamais pensé? Bien sûr, j'en ai même écrite, mais c'est difficile à dire comme ça parce que ça aurait l'air d'être juste une thématique, alors qu'encore une fois, moi je pense que Marina, on peut dire, je ne sais même pas ce que ce serait la thématique de Marina, c'est de Marina Rollman, pardon. Son texte, on ne peut pas dire qu'il soit sur le foot, il n'est pas sur la fragilité masculine, il n'est pas vraiment sur... Il est sur la prise d'initiative, peut-être. Oui, mais il est aussi une langue, un moment, un instant qui font émerger des choses nouvelles. Donc un contexte, peut-être. T'essayes de me... Non, mais en tout cas, moi, je trouve que je trouve que la question du désir inassouvi, c'est une question qui me passionne et la question de... En fait, je vais dire une question que je trouve très belle, en tout cas qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est à quel point on se regarde quand on regarde l'autre et à quel point l'autre est utilisé comme un miroir. Et ça, je trouve que c'est à la fois inévitable et à la fois terrible. Et je trouve que c'est une question très belle à explorer dans le sexe et dans le désir inassouvi. Et de combien de temps est-ce qu'on peut se raconter une histoire sans qu'il se passe rien entre deux personnes, et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se rencontrer vraiment. Voilà, aussi flou que ce soit, ce sera ma réponse pour toi sur cette question. Je la prends. Enfin, pour terminer, 2 questions. Est-ce que tu peux me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre ou du thème de ce livre? Genre, il y a une fille que j'adore, enfin en tant qu'auditrice, parce que je la connais pas, c'est Solane, qui est cette chanteuse qui est toute jeune. Elle a écrit une chanson qui s'appelle Rome. Et dedans, il y a un passage qui dit les putes comme moi forgent les rêves des hommes. Et ça raconte un truc sur la manière dont les filles sont toujours traitées de putes, sur sur plein de sujets qui m'intéressent par ailleurs en ce moment pour d'autres trucs que je fais. Mais je trouve que ça raconte quelque chose de l'énergie, du désir, de l'envie de s'assumer, voilà, que je trouve hyper galvanisant. Et enfin, un titre d'ouvrage qui t'a marqué? Il y a un livre que j'adore et que j'adore recommander parce que je trouve que les gens ne le connaissent pas du tout assez et que la langue est sublime. Et c'est un livre très court, hyper romanesque. J'adore ce livre. C'est Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka, qui raconte l'émigration de femmes japonaises aux États-Unis pour rejoindre des hommes japonais partis travailler là-bas. Et c'est une espèce de longue litanie. Je trouve que c'est une langue extraordinaire et c'est très féministe en creux. Et je trouve que c'est vraiment un très beau livre. Merci beaucoup, Charlotte Pudlowski, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que Désirée, recueil de nouvelles dont tu as dirigé l'écriture auprès des autrices Emma Becker, Wendy Delorme, Joy Majdalani, Emmanuel Richard, Marina Rollman et Laurine Tizy, est publié aux éditions de l'Iconoclaste. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.